Je vais lire le chapitre 2 du livre international des petits trésors du commun des mortels. Le chapitre 2 est consacré aux personnes qui nous ont aidés quand on était dans une situation de vulnérabilité. Donc, j'ai demandé aux contributeurs de réagir aux paroles d'une chanson de Georges Brassens qui s'appelle L'Auvergnat. Je vais vous lire la citation. Toi, l'Auvergnat, qui sans façon m'a donné 4 bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid, toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un feu de joie. Et j'ai demandé aux personnes qui a été l'Auvergnat de Brassens pour vous? Quelle a été cette personne qui vous a aidé quand vous étiez dans une situation de vulnérabilité? Et je vous rappelle que le livre international des petits trésors du commun des mortels est un ouvrage collectif de 61 co-auteurs de 24 nationalités différentes. Je commence avec le récit de Janine. Ma mère m'a eu jeune à la fin de la Seconde Guerre mondiale et hors mariage. À l'époque, c'était mal vu. Les gens parlaient dans le dos de ma mère pour me désigner comme la bâtarde. Que les gens étaient méchants et idiots. Pendant les 2 premières années de ma vie, j'ai été élevée par mon arrière-grand-mère. Puis, quand mes parents sont venus me reprendre, je suis retournée chez elle pendant toutes les vacances scolaires. Mon père était de l'assistance publique et avait travaillé pour mes grands-parents à la ferme. Plusieurs fois, mon grand-père a menacé mon père de le tuer parce que j'étais le fruit d'une relation entre sa fille et un vulgaire garçon de ferme de l'assistance publique. Une vraie honte, selon lui. Alors, pour ne pas être repéré, vers les 23 heures, de chez sa nourrice qu'il avait élevée, mon père m'emmenait chez mon arrière-grand-mère à vélo. J'avais très peur, car on traversait la forêt en pleine nuit, juste avec la lune comme seule lanterne. J'ai toujours gardé en moi ce sentiment de peur qui se réveille encore parfois. Mais quand on arrivait enfin chez mon arrière-grand-mère, tels des bandits de grand chemin, celle-ci nous accueillait avec un potage et un poulet servi dans son plus beau service de table dont j'ai conservé quelques vestiges. Cela me réchauffait le cœur et je me sentais enfin en sécurité. Mon arrière-grand-mère savait dire quelle heure il était juste en regardant les ombres et les lumières qui passaient à travers sa porte d'entrée à double battant. Elle ne se trompait jamais d'heure. À chaque fois que mon arrière-grand-mère entendait une chouette ululer à la pleine lune, elle disait: quelqu'un va mourir. J'aimais beaucoup être chez mon arrière-grand-mère, qui était une ancienne fermière qui aimait lire des livres en cachette. Je me souviens qu'elle cachait ses livres dès qu'elle avait de la visite, car lire aurait été mal vu, aurait été mal perçu par la famille. Elle portait la coiffe nantaise, toujours bien amidonnée, et me préparait souvent dans la cheminée des œufs à la coque, une mitonnée de pain au beurre salé et une bouillie de sarrasin à laquelle elle rajoutait toujours une bonne cuillère de beurre breton salé. C'était succulent. Elle me chantait des berceuses et me racontait des histoires. Elle avait une belle écriture, appliquée et délicate. Elle m'emmenait aussi chaque année à la foire de Béret à Châteaubriand, en charrette à cheval. Ainsi, l'Auvergnate de Brassens fut pour moi une Bretonne. Dans la famille, on savait que mon arrière-grand-mère avait eu le béguin pour un gendarme. Mais ses grands-parents s'étaient opposés à cette union. Elle s'était mariée avec un Jean-Marie, un fermier qu'elle n'a jamais aimé
et qui était revenu de la guerre 14-18 en piteux état. Il avait été gazé. La Loire-Atlantique, ex-Loire inférieure, a été séparée de la Bretagne d'abord en 1941 sous Vichy, puis en 1956. Mais pour toute ma famille et moi, nous sommes bretons. Quand j'allais chez mon arrière-grand-mère, je ramassais les œufs des cannes qui avaient pondu dans la rivière et je regardais les vaches avec ma tante Germaine qui vit toujours en Bretagne. Avec Germaine, tout en surveillant les vaches, on s'amusait à se balancer en utilisant des troncs d'arbres en guise de balançoire. Tous les dimanches, on allait voir la famille qui habitait dans le coin. Je me revois petite aller souvent chez Angélique, qui était une cousine de mon grand-père, et je sais que j'aimais bien aller chez elle. Je me rappelle aussi que mon arrière-grand-mère m'avait emmenée au lieu-dit de la Haute-Morée, à Moidon-la-Rivière, dans un champ pour me montrer où trois prêtres avaient été fusillés par les Allemands. Grâce aux recherches généalogiques faites par ma sœur cadette Nicole, j'ai su que mon grand-père était probablement le fils du gendarme et non celui de Jean-Marie. Ce serait pour cette raison que mon arrière-grand-mère, enceinte de quelques semaines, avait accepté de se marier, bon gré mal gré, avec Jean-Marie. J'ai arrêté l'école en CM2, j'étais dyslexique et j'avais de grosses difficultés scolaires. Mais j'avais toujours le premier prix en écriture, en chant et en sport. Porte-plume bien en main, pour écrire, je devais tremper la plume métallique dans l'encrier sans manquer d'appliquer à chaque fois le buvard pour absorber l'excès d'encre sur mon cahier d'écolière. D'ailleurs, on me dit encore souvent que j'ai une très belle écriture. C'était une école catholique. Les bonnes sœurs étaient gentilles, mais en grandissant, j'ai pu observer qu'elles n'avaient pas le même comportement avec les riches qu'avec les petites gens. À 14 ans, ma mère m'a présentée à une clinique catholique et j'ai été embauchée comme agent des services hospitaliers, ASH, comme on dit de nos jours. Puis, avec les années, la clinique a daigné me promouvoir au rang d'ASH, faisant fonction d'aide-soignante. Mon arrière-grand-mère est morte à 78 ans, l'âge que j'ai aujourd'hui. Je pense encore souvent à elle. Elle est toujours dans mon cœur. Elle s'appelait Blanche. Maintenant, on va en Nouvelle-Zélande avec Jessica. Depuis 2 ans, je suis chef d'équipe. Au début, c'était nouveau pour moi. Je semble plus jeune que mon âge. Une personne dans mon équipe était plus âgée que moi et elle ne m'aimait pas. Cela me rendait malheureuse. Malheureusement, mon chef ne m'aidait pas avec ce problème. Je suis restée dans cette situation pendant plusieurs mois. Un jour, un autre chef d'équipe dans mon entreprise a vu que j'étais malheureuse et m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai expliqué ma situation. Il m'a écoutée et m'a donné des conseils pour parler avec cette personne qui travaillait dans mon équipe et aussi pour parler à mon chef. L'employé, dont j'étais la chef d'équipe, s'était plainte à la direction. Le chef d'équipe, qui est devenu un ami après, a témoigné en ma faveur auprès de la direction. L'employé a été transféré dans une autre équipe. Cet homme n'avait pas besoin de m'aider, mais il a vu que j'avais un problème et il a décidé de m'aider. C'est quelqu'un de bien. Maintenant, on part en Italie avec Irène ou Irène, peut-être. Été 2012, Bruxelles. J'étais arrivée dans la capitale européenne pour y passer les 4 mois suivants en tant que stagiaire dans le cadre du programme Erasmus Placement. J'avais 25 ans. Je venais d'un petit village du nord de l'Italie. J'étais étudiante à l'université. Jamais je n'avais vécu toute seule et jamais
je n'avais vécu dans une capitale. J'avais eu de la chance. J'avais déjà une chambre dans un appartement qui m'attendait dès mon arrivée. Une colocataire qui semblait sympa, un week-end libre avant de commencer le stage le lundi suivant. Pourtant, en moi, c'était la panique. La première nuit s'était passée sans sommeil. J'avais juste, à ce moment-là, réalisé une désagréable vérité. J'étais toute seule, loin de mes parents et de mon petit ami. Le lendemain matin, j'étais dans un esprit confus par manque de repos. J'avais aussi faim, mais je devais encore acheter des choses à manger. Je n'avais aucune idée de ce que je pouvais acheter et cuisiner. Je devais aussi acheter un oreiller et une prise universelle pour brancher mon ordinateur italien à l'électricité. Je ne savais pas où partir pour faire tout ça. Je me rappelle que je me suis promenée dans le centre-ville, c'était un samedi, et il y avait beaucoup de touristes. J'ai ressenti de l'envie envers eux et leurs moments sans souci. J'ai acheté une glace, c'était dégoûtant. Et en plus, j'avais réalisé que je n'avais pas envie d'une glace. J'aurais dû manger un repas sérieux, étant donné qu'il était 13 heures. J'étais vraiment confuse. Je suis entrée dans un grand magasin en cherchant le coin dédié à la maison. J'ai trouvé un oreiller et je me suis dirigée vers la caisse. La vendeuse a dû avoir dit quelque chose sur le confort de l'oreiller. Moi, j'ai dû avoir répondu que j'en avais besoin. Elle s'est arrêtée, m'a regardée avec attention et m'a dit: c'est vraiment important de bien dormir et de bien manger. Une fois que tu t'es assuré de ces deux choses-là, tout va aller bien. Mais il faut partir de la base, dormir et manger. Tout le reste va être plus facile après. J'avais envie de pleurer, soit pour la fatigue, soit pour la douceur de ses mots. Elle m'avait parlé comme une mère à sa fille, et c'était vraiment la seule chose dont j'avais besoin à ce moment-là. Quelqu'un pour me rappeler que tout se passera bien et que je devais seulement prendre soin de moi avec deux choses essentielles et faciles: sommeil et nutrition. Les larmes presque dans mes yeux, je les remerciais plusieurs fois et je suis allée prendre soin de moi. L'été 2012 à Bruxelles, c'était la période la plus heureuse et satisfaisante de ma vie. J'y ai grandi, j'y ai connu ma force, mon indépendance, mon courage. J'ai changé durant l'été 2012. Et quand j'y pense, je pense avec gratitude à la vendeuse du grand magasin et à ses mots d'encouragement. Pour elle, ce n'était rien, peut-être, mais pour moi, c'était le début de tout. On retourne en France avec Zineb. La première personne qui me vient à l'esprit, c'est ma sœur aînée qui a toujours été présente pour m'accompagner dans tous les bons et mauvais moments de ma vie. Issue d'une famille très nombreuse, 9 enfants en tout, avec des parents illettrés, c'est elle qui a assuré l'équilibre et un certain maintien financier. Elle a reçu cet héritage malgré elle, comme souvent les aînés des familles qui prennent en charge une famille qu'ils n'ont pas décidé d'avoir. C'est mon auvergnate franco-algérienne à moi. Maintenant, on va au Canada et plus précisément au Québec avec Myriam. Faire tourner en boucle l'album Les Étoiles filantes, édition La Grand-Messe, pendant ma première année d'université en 2004. Quand j'arrête le CD, mon voisin de résidence prend le relais. On doit écouter l'album au moins 8 fois par jour. Faire découvrir la Sainte Paix à ma famille d'accueil péruvienne en 2005.
Ne pas arriver à leur expliquer comment ça se danse. Me venger du tempo de I Will Survive en mettant 8 secondes au karaoké du party où mon hôte Couchsurfing m'a invité en Colombie-Britannique en 2006. Tenir mordicus à ce que tant qu'on aura de l'amour joue dans notre soirée de mariage en 2015. Prendre de longues marches au pied du stade en pleurant sur Bye Bye Lou. Janvier 2019. Guérir lentement de la mort de mon bébé en hurlant la toune Léopold à tue-tête, jusqu'à ce que ça fasse moins mal. Je n'y crois pas encore. Je pleure sans arriver à comprendre exactement ce qui se passe, ce que j'ai perdu. Quelque chose comme une poutre transversale de mon identité comme adulte. Comprendre qu'on peut à la fois changer et choisir de continuer, que les ruptures ne sont pas obligées, qu'on se transforme, mais à la fois on reste les mêmes. J'aurais tellement aimé te voir vieillir et entendre ta voix de petit vieux pas blasé qui ose encore brasser des affaires parce que il n'y a pas d'âge pour ça, pas d'âge pour se taire, parce que supposément notre temps est passé. J'aurais eu moins peur, je crois, de l'âge où je deviendrai or en te voyant, le traverser avec irrévérence et justesse. Je devrais faire 100, comme nous tous. Je pense à ton amoureuse, à vos petites, au cow-boy amputé de toi. La radicalité de ma tristesse comme fan me paraît presque indécente. Merci pour tentative de résumé court et pertinent du pourquoi du merci, mais ça sonne tiède et fade et tellement pas habité comme mot que je renonce à l'exercice. Alors, juste merci. Maintenant, on va un petit peu plus bas, mais toujours sur le continent américain, aux États-Unis avec Bill, en Virginie. Mon grand-père était l'Auvergnat de Brassens pour moi. Pendant mon enfance, mes parents s'occupaient de mes sœurs et de mon frère, et en tant que troisième enfant dans l'ordre de naissance, j'étais l'enfant perdu. Dans ma famille, il ne restait pas d'attention pour moi et mes activités. Toutes les attentions de mes parents étaient pour mon frère et mes sœurs. Je me sentais très découragée et déprimée. Il me semblait que j'étais un vrai fantôme dans ma famille. Mon grand-père avait noté cette situation et il a commencé une routine pour se connecter à moi et inspirer ma vie quotidienne. Par exemple, chaque vendredi soir, on dînait ensemble et il me posait des questions à propos de la semaine précédente. Il était très intéressé par mes études et mes ambitions et il m'a soutenue pendant toutes mes années au lycée. Grâce à lui, j'ai découvert mes talents intellectuels et j'ai eu le courage d'avoir des ambitions importantes. Cela m'a vraiment touchée en plein cœur et je reste profondément reconnaissant de son soutien à cette période pendant laquelle j'en avais grand besoin. On revient en France avec Ornella, du haut de ses 17 ans. C'est mon petit copain qui m'a le plus aidé jusqu'à présent. Depuis que je l'ai rencontré, je m'ouvre plus aux autres. Je parle plus facilement aux gens. Il m'a posé beaucoup de questions et s'est intéressé à moi. On se raconte tout. Et on finit ce deuxième chapitre avec Laura
en Argentine, donc on reste toujours sur le continent américain. Au lycée, j'avais des problèmes avec les maths, en particulier avec les équations quadratiques du second degré. Dans la classe, il y avait un élève nerd, toujours seul, très renfermé sur lui-même, le meilleur en maths. Je ressentais de l'admiration, mais aussi de la pitié. Toujours seul, le pauvre. En plus, il me faisait peur. Face à la perspective d'un examen redoutable, dans mon désespoir, je ne savais plus quoi faire. M'approcher de lui, difficile, tellement il était sauvage. Pendant la récréation, je confiai ma détresse à une copine qui n'y pouvait rien. À quelques pas, mon sauvage écouta notre conversation. Alors, quand la copine s'éloigna, il s'approcha de moi, très timidement, et m'offrit son aide. J'allai chez lui, et il m'enseigna tous les raisonnements si bien que désormais j'adorais les maths pour toujours. Inoubliable, cet Auvergnat. Voilà pour le chapitre 2. La prochaine fois, je vous lirai le chapitre 3. Si vous voulez vous procurer le livre, je mettrai bien sûr le lien dans la description. À bientôt pour le chapitre 3.